cette présentation du CVDT, du Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, qui est une organisation qui nous est chère, qui est mobilisée depuis les premiers jours de la révolution tunisienne et avec lesquels on a eu l'occasion de mener de très nombreux partenariats. Et celui-ci, il s'inscrit dans la continuité. Et quand je dis nous, c'est à la fois moi à titre personnel, mais aussi Article 193, aussi l'Espace Mag. Je crois que tout le monde ici reconnaît vraiment la qualité du travail qui est fait et l'importance du travail qui est fait de soutien aux dynamiques démocratiques qui sont menées par les amis en Tunisie. Alors, nous avons toute une après-midi à notre disposition pour dialoguer, pour échanger, pour essayer de faire avancer le débat. Et cet après-midi, elle va être pilotée par une première intervention qui est une intervention de M. Riyad Sidaoui, que je remercie d'avoir accepté l'invitation et que j'accueille avec grand plaisir ici à l'Espace Mag. Riyad Sidaoui est un politologue, il est basé à Genève, où il dirige le Centre de recherche et d'analyse politique et sociale, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Et c'est un observateur très attentif de la région, non seulement de la Tunisie, qui est son pays d'origine, mais aussi de l'ensemble du monde arabe. C'est un spécialiste de l'Algérie. Il a publié longuement sur le sujet. Et c'est aussi un intervenant. Il intervient dans les débats politiques et sociaux, notamment dans le débat médiatique. Je crois que il m'a montré tout à l'heure un certain nombre de ses vidéos. Certaines de ces vidéos ont été extrêmement consultées, et donc ça témoigne de l'influence aussi de ces interventions dans le débat politique et social contemporain dans le monde arabe, et ça je crois que c'est particulièrement à souligner. Voilà, je vais lui donner la parole pour une intervention qui durera entre 45 minutes et 1 heure, et puis nous aurons l'occasion immédiatement après d'échanger avec lui. Donc Riyad, tu as la parole. Merci beaucoup, merci pour votre présence, pour l'association Solidarité qui m'a invité de Genève. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. On va traiter aujourd'hui un sujet délicat, chaud, d'actualité, qui est le terrorisme, mais d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire scientifique. J'évite le débat idéologique. Je peux répondre des positions politiques personnellement, mais dès que je parle de la sociologie politique, je suis contraint d'être neutre, objectif, etc. Essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ensemble. Donc, c'est la sociologie du terrorisme, les causes, les enjeux, les objectifs et les solutions proposées. Le terrorisme, c'est un phénomène humain, complexe. Ce n'est pas lié au monde arabe ou à l'islam, c'est lié à l'être humain. Toute société, toute culture, toute religion, que ce soit christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, a eu ses propres terroristes et contre leur propre société. Donc c'est un phénomène humain dans le monde arabe, et c'est notre travail, souvent les sociologues, les politologues et les historiens, on cherche la périodisation. Depuis quand le terrorisme s'est déclenché dans le monde arabe? C'était la fin des années 70, en ayant les premiers groupes islamiques armés en Égypte. Les années 60, c'était la gauche arabe, on parlait que de gauche, du nasserisme de base, du Bourguiba, aussi progressiste, etc. Et la gauche domine totalement les universités arabes, et c'était le grand débat. Il n'y a plus d'islamisme, il n'y a pas de terrorisme islamiste. Donc le terrorisme islamiste, pour que je le mette dans son contexte historique, c'est parti dans la deuxième moitié des années 70. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut observer dans la deuxième moitié des années 70? Deux phénomènes. Le premier, c'est au plan économique et social. C'est la privatisation sauvage. L'État se retire de la sphère sociale. Il n'y a plus un État-providence. On ne peut pas comparer ces États des années 60 au début 70 comme État-providence, comme à l'européenne, parce qu'ici en Europe occidentale, on a ce que nous appelons la démocratie sociale, pas la démocratie américaine néolibérale. Donc, mais il y avait l'État du secteur public. L'État finance les étudiants, le secteur de la santé, etc. L'État et le chômage est très faible parce que l'État est toujours là, l'État secteur public. Donc, les années 70, on a commencé, parce que dans tous les États des pays arabes, de privatiser sauvagement
et de ne pas penser au social, de plus en plus. Et d'autres choses, il y a eu aussi après la guerre de 1973, il y a eu le boom de pétrodollars. L'Arabie Saoudite, par exemple, a doublé, triplé, quadruplé sa rente pétrolière. On va voir comment elle va financer tout ce qui est wahhabite, tout ce qui est islamiste, contre tout ce qui est gauche. À l'époque, c'était l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, c'était contre tout ce qui est gauche. Si nous étions pendant les années 60, on va parler de monde arabe, on va parler que de la gauche. Ça n'existe pas, ni islamisme, ni terrorisme islamiste. Alors, ça c'est le contexte historique, le déclenchement. Maintenant, le terrorisme en soi. Le terrorisme fait partie de la sociologie politique de la violence. Parce que la violence politique, elle pourrait être une révolution, elle pourrait être du terrorisme. Mais le terrorisme, c'est le stade suprême de cette violence. Puisque je pense que la majorité, vous n'êtes pas des politologues et sociologues, donc je vais vulgariser les concepts, vulgariser les théories, pas aussi trop travailler les théories, mais on va étudier le phénomène terroriste de tous les angles, économiques, social, historiques, religieux, psychologiques, etc., afin de comprendre un phénomène complexe. Personnellement, je ne cherche pas les explications dans le Coran, j'ai le Coran dans ma bibliothèque, mais ça ne me sert à rien, puisque le Coran existe depuis 14 siècles. Or, mon terrorisme s'est déclenché dans la deuxième moitié des années 70. Donc, je ne veux pas trouver la réponse en tant que politologue ou sociologue dans le Coran, ça c'est sûr et certain. Alors, on va la trouver dans la société, dans l'économie, dans la psychologie, dans les enjeux politiques dans la région, ainsi de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un terroriste? Le terrorisme, est-ce qu'il est un psychopathe, un malade, psychologiquement parlant, ou un rationnel qui a un projet politique? S'il est psychopathe, malade, donc le terrorisme c'est l'objet de la psychanalyse, c'est pas mon travail en tant que politologue. S'il a un projet politique rationnel, c'est l'objet des sciences politiques, c'est mon travail. Et on a eu vraiment une problématique. Finalement, on a fait un compromis. Le terroriste est à la fois psychopathe, donc la psychanalyse a un mot à dire, et rationnel, parce que il y a un côté politique rationnel. Mais attention, attention. Le terroriste qui se suicide, lui, il est malade. Mais celui qui le manipule, le cheikh qui le recrute, les États qui sont derrière, le fric, le business du terrorisme, ça c'est rationnel. On pourrait dire à un certain moment donné, le jeune pauvre Tunisien qui vient de la campagne, qui a 18 ans, et qui se fait sauter en Irak ou en Syrie, il est aussi une victime. Victime de ceux qui ont un projet rationnel, politique. Parce que lui-même, c'est un cas qui fait partie de la psychanalyse. J'étais en Irak, en Syrie et au Liban du 1er novembre jusqu'au 15 novembre pour voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que les bouquins, les agences de presse, les journaux, c'est bien. Mais voir ce qui se passe sur le terrain aussi, c'est excellent. Puis j'étais invité par le Conseil d'Europe, ça veut dire l'Union européenne à Lisbonne, pour donner une conférence avec d'autres politologues sur le terrorisme et comment pouvons-nous lutter contre les terroristes. Ma salle était pleine des officiers de la police, des gradés en uniforme, des colonels, des généraux peut-être, des commandants et des patrons des services de renseignement civils, etc. Et nous, les politologues, ils prennent des notes, nous on parle. Mon volet, c'était comment lutter contre la radicalisation du terrorisme par le biais de l'éducation et de la culture. Et j'ai vu mes collègues qui traitent le social, etc. Mais je n'ai pas vu, par exemple, l'approche économique. J'ai dit, écoutez, je vais parler de ma partie, mais quand même, donnez-moi l'occasion de parler de l'approche économique, parce que la plus importante pour moi. En tant que politologue, je réfléchis toujours, je cherche les intérêts économiques. Toujours les valeurs, l'islam, on cherche dans l'économie les enjeux économiques, le fric, la circulation des liquidités. Si je savais que, quand on sait que Daesh possède 2 milliards de dollars, or l'État tunisien depuis la révolution n'a jamais réussi à avoir un crédit de 2 milliards de dollars, si je sais que le prince ou le commandant d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le nommé Mokhtar Ben Mokhtar, et on s'est nommé le prince de Marlborough, parce qu'il détient la contrebande de Marlborough au sud de l'Algérie, alors pour moi,
la priorité, je commence toujours ma conférence par l'approche économique. Les autres approches aussi sont valables, parce que les motivations d'un jeune belge d'origine maghrébine et qui se trouve aujourd'hui à Alep, ce ne sont pas les mêmes motivations d'un jeune Tunisien qui vient d'un Douar ou d'un bled perdu en Tunisie. C'est très complexe. Chacun a sa propre histoire, donc on va voir une typologie des facteurs qui poussent vers le terrorisme. On va commencer, à mon avis, par le plus important. C'est l'économie, le fric, l'argent. Aujourd'hui, quand on parle des dizaines de milliers de terroristes en Syrie ou en Irak, ça veut dire qu'il y a une machine gigantesque de fric qui est derrière. Il y a de liquidité derrière. Il y a de l'argent derrière. Il y a des enjeux. Il y a des États qui ont des projets rationnels. Le jeune lui-même, il pourrait être une victime, une question de la psychanalyse. Mais les États, non. Les États, ils ont un projet. Donc, on a dit que le terrorisme est tout d'abord un business. Et tout d'abord un business, parce que, à titre d'exemple, en Syrie, le soldat, il gagnait 30 $ par mois, mais le djihadiste ou les terroristes, il gagnait entre 600 et 1000 $ par mois. Sur les 6000 Tunisiens qui sont en Syrie ou en Irak, tout d'abord, ils ont un métier, c'est une profession. C'est un métier dangereux, oui, mais les mafiosi aussi, les patrons de la mafia, ils ont choisi des métiers très dangereux. Un policier d'une unité de commando, etc., il a choisi un métier à risque. Eux, ils sont à risque, mais il y a du fric. Quand un pays, on parle d'un monde arabe où il n'y a pas un État-providence, ça veut dire que le jeune n'a pas de chance. Soit l'immigration clandestine, et toujours il y a entre 50 et 70% de chances qu'il crève en traversant la Méditerranée, ou il tombe de la drogue, ou le terrorisme comme métier, comme profession, ainsi de suite. Donc, cette approche économique, elle est excellente. Il y a ceux qui ne sont pas convaincus. D'ailleurs, on a des petites histoires fabuleuses. Le trésorier de Nimera islamiste en Syrie, un Tunisien, Abou Fatma, il a eu le fonds de cet Nimera, 5 millions de $, il s'est cassé avec. Dès qu'il a eu le fonds, dès qu'il est nommé trésorier, il a pris la somme, puis il a fui le pays. Il a réalisé son rêve d'avoir de l'argent. Donc, l'approche de business est très importante. C'est pour cette raison que je vais vous montrer une vidéo. On n'a pas de projection, mais avec le son, ça peut marcher, pour expliquer le projet rationnel. Alors, la vidéo, c'est quoi? C'est l'intervention du numéro 2 des États-Unis d'Amérique, c'est Joe Biden. Voilà. Oui, justement, je vais mettre ici le son. Je m'excuse, bon. Alors. The Saudis, the Emiratis, etc. What were they doing? They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war. What did they do? They poured hundreds of millions of dollars and thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad, except that the people who were being supplied were al-Nusra and al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world. Now you think I'm exaggerating? Take a look. Where did all of this go? So now what's happening? All of a sudden, everybody's awakened because this outfit called ISIL, which was al-Qaeda in Iraq, which when they were essentially thrown out of Iraq, found open
said, Non, je pense que c'est bon. C'est la version américaine de Joe Biden. Joe Biden, c'est le numéro 2 aux États-Unis d'Amérique. C'est devant les étudiants de l'université de Harvard qui disaient tout simplement nos amis qatariens, saoudiens, turcs ont créé, fait l'anciétage parce qu'ils voulaient à n'importe quel prix éliminer le régime syrien. Parce que je suis scientifique. Quand je parle que je suis scientifique, ça veut dire que je suis adepte d'une démarche scientifique. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politicien, je n'ai pas des intérêts avec les États. Donc, je dois chercher la vérité. Max Weber, le grand Max Weber, distingue entre l'éthique du savant et l'éthique du politique. Puisque je suis savant, donc j'ai ma propre éthique. Je continue, parce que mon centre, moi-même, je travaille toujours sur les versions officielles. Je ne travaille pas sur les sites des médias alternatifs ou des jeunes journalistes complotistes, etc. Ça ne m'intéresse pas. Hier soir, à Liège, m'ont reproché, mais pourquoi? Je dis non, j'ai choisi mon corpus. Je travaille sur les déclarations officielles, les hauts responsables, les chefs des services secrets, les présidents des républiques, ou des rois, ou les princes, ou les ministres des Affaires étrangères. Je travaille sur un corpus officiel. C'est un choix stratégique et académique pour moi et pour le centre que je dirige. D'autres déclarations, on a distribué l'article, c'est dans Le Monde avec AFP, ça veut dire l'Agence française de presse, donc c'est très très sérieux, hein, ce n'est pas une plaisanterie, daté le 8 octobre 2012, financement de l'islamisme radical, un ex-chef de la DST met en cause le Qatar et l'Arabie Saoudite. Yves Bonnet, c'est le patron des services de renseignement français. Et il dit intégralement entre deux guillemets, on ne parle pas à sa place, on n'ose pas parler de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais il faudrait peut-être aussi que ces braves gens cessent d'alimenter de leurs fonds un certain nombre d'actions préoccupantes, déclare-t-il. Il va falloir un jour ouvrir le dossier du Qatar, car là, il y a un vrai problème. Et je me fiche des résultats de Paris Saint-Germain. C'est qui? C'est Yves Bonnet, le patron de la DST française. Autre article que j'ai distribué, et attention, ce ne sont que des échantillons, hein, parce qu'on a une documentation, ce n'est pas tout ça. Bernard Scaïn, ancien patron des renseignements intérieurs français, révélé il y a 2 ans, il a un ouvrage, un bouquin, on peut l'avoir par Amazon, l'Arabie Saoudite finançait le terrorisme en Syrie et en Algérie. Concernant la Tunisie, puisqu'on a 6000, c'est la première nationalité des terroristes en Syrie et en Irak, en tant que Tunisien aussi, le tunisien, ça m'affole. J'ai cherché, j'ai l'accès aux chaînes de télévision tunisiennes. On a une liberté d'expression magnifique. Vraiment, si on fête aujourd'hui le 5e anniversaire de la Tunisie, l'économie ne fonctionne pas, mais les libertés d'expression sont magnifiques. Ce que je dis ici, devant vous, je le dis dans notre chaîne de télévision nationale, étatique. Je ne parle pas même des chaînes privées. Donc la liberté d'expression, elle est totale, magnifique. Notre ministre de l'Intérieur, Lotfi Bejetou, déclare au quotidien algérien Trabal, un demi-million d'exemplaires par jour, des hommes d'affaires des pays des Golfe financent le terrorisme en Tunisie. Bon, moi je dis, monsieur le ministre, qui sont ces hommes d'affaires? Ils appartiennent à quel pays? Et est-ce qu'ils ont un bon rapport avec leurs États, voire leurs services secrets ou non? On doit connaître de plus en plus. Parce que ma grande question, qui a amené les 6000 Tunisiens et les a envoyés en Syrie et en Irak? Chaque tête, puisqu'on les traite comme des bétails, coûte environ 20 000 $. Le cheikh qui recrute, il doit avoir 5 000 $ quand même. C'est l'endoctrinement, hein, c'est le lavage du cerveau. Lui-même, le jeune, il est attiré par le fric, par les premiers 5 000 $. Il n'a jamais touché autant de billets. Puis il a un salaire, puis il a un billet, puis il passe par la Turquie, par l'aéroport d'Istanbul, d'Ankara. Donc les services secrets turcs sont au courant de tout. Hein.
Tous les djihadistes doivent passer par la Turquie, et la Turquie a les archives et contrôle bien son pays. C'est un pays moderne, fort, des services secrets très puissants, une armée connue, ultra puissante. Donc, on laisse faire. Et le gouvernement tunisien à l'époque, de ce que nous appelons la Troïka, il y avait le parti islamiste de Nahda, etc. Ils sont pour, puisqu'ils ont fait une grande conférence, les amis de la Syrie, en invitant le Qatar qui a financé cette conférence pour propager la démocratie en Syrie. C'est pour cette raison que j'ai parlé du business, du fric, de liquidité. Sans ces milliards de dollars, évidemment, il n'y aura pas autant de jeunes en Syrie ou en Irak. On a facilité la tâche du voyage. Il suffit juste de dire que je suis prêt à aller, où on recrute, et c'est bon. Il y a une gigantesque machine qui tourne. On a d'autres aussi déclarations de conseillers de gouvernement allemands. J'ai regardé un programme, une émission à Arte, la chaîne franco-allemande d'Arte, mais c'était un thème sur le djihad en Syrie, mais c'était à 11h, c'était le soir tard, c'est pas à 20h. Et le conseil du gouvernement allemand dit oui, on sait que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui finançaient Al-Qaïda, puis maintenant Daesh, etc. Et pourquoi vous ne passez pas ça à 20h? Il y a certains gens qui dorment à 11h le soir. Bon, nous les chercheurs, quand on voit un thème sur le djihad, évidemment, ça fait partie de notre objet de recherche, on ne rate pas. C'est pour cela qu'on dit que les chercheurs, ça veut dire on cherche ces genres de déclarations. Donc, c'est l'enjeu économique. Ça veut dire, face à l'absence de l'État-providence, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Algérie, etc., des jeunes marginalisés, un facteur, parce qu'il y a d'autres aussi, il y a des djihadistes qui viennent des familles riches, très riches, mais c'est une minorité. Parce que comme vous avez, mon ami, mon collègue sociologue, nous on cherche la courbe. Elle va où la courbe? On a toujours des contre-exemples, là on n'est pas des sciences exactes. En sciences exactes, le théorème, vous avez un seul contre-exemple, c'est foutu, ça ne passe pas. Nous, c'est la courbe. Dès qu'on parle de 70-80% de la tendance, c'est bon, on dégage notre loi. Mais on a toujours des contre-exemples. Il y a des jeunes qui viennent des familles riches, mais c'est une minorité. L'essentiel, donc, pour ceux qui vont de l'autre côté de la rive méditerranéenne, sont motivés par le fric, que c'est un business, c'est un métier, c'est une profession terroriste. Il est où alors le problème? Comme d'autres professions très dangereuses. Moi-même, j'ai parlé à ça. J'avais une fois une discussion avec Twitter. Un Tunisien m'a dit, moi, j'ai vu ton émission à la télé, je partage une partie, mais je ne partage pas le reste. Je partage avec toi l'opinion sur partie. J'ai essayé de garder le contact avec lui. Bon, il dit que je suis djihadiste en Syrie, mais je ne sais pas, peut-être aussi une manipulation de services de renseignement. Mais je vous décris ce qui s'est passé, mais pas encore contacté. Et j'ai continué sur le Daesh. Puis finalement, j'ai reçu 2 messages de menaces de mort, on va venir jusqu'à chez toi, on va te tuer, etc. Et sur ma chaîne YouTube, en commentaire, ainsi de suite. Malgré que je suis scientifique, et je vais essayer de sauver ces jeunes, on va voir plus tard le profit de ces jeunes, parce qu'ils sont à la fois aussi victimes par leur naïveté, ils sont pris dans une machine très grande qui dépasse leur petit cerveau et qui a exploité les brèches dans leur vie sociale et privée, et ils sont dépassés par les événements. Mais on va voir plus tard ça dans l'approche psychologique et sociale. Et c'est pour cette raison que maintenant je passe aux deuxième série de facteurs, les facteurs d'ordre social et psychologique du terrorisme. Qui est le terroriste? On essaie de tracer le portrait d'un terroriste. Qui pourrait être un terroriste? Elle est tout d'abord jeune, très jeune parfois. Pas de 18, 19 ans, 20 ans, etc. Donc sa personnalité n'est pas encore construite. Il se cherche toujours, il cherche toujours de jouer le rôle de héros, d'impressionner, de se montrer dans l'histoire, ainsi de suite. Souvent, ils ne sont pas... Moi, j'ai analysé des YouTube, des jeunes maghrébins et d'autres, même syriens qui parlaient au nom de Daesh, ou Jabhat al-Nusra Al-Qaïda, parce qu'il faut dire, s'il y a la deuxième branche du terrorisme, c'est Jabhat al-Nusra en Syrie. Donc, et surtout, je cherche les Tunisiens. Quand je les écoute, mais je suis face à des jeunes exclus de l'école primaire. Ça veut dire leur niveau, même pas secondaire. 3-4 formules religieuses, Tarout, Dawla Islami, l'État islamique,
islamique, les tyrans, on va les avoir, on va instaurer cet État islamique, et c'est tout. Après, j'essaie d'avoir un raisonnement, une réflexion, il n'y a rien du tout. Donc, leur niveau scolaire est très 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 bas, parce que souvent ils sont exclus en chômage, et il n'y a pas des indemnités de chômage, il n'y a pas d'État-providence, et leur niveau scolaire est très bas. Deuxièmement, si jamais on a quelques diplômés au sein de Daesh ou de Jabhat Nusra, on les trouve, c'est vrai, mais en sciences exactes. On a quelques médecins, on a beaucoup d'ingénieurs, mais c'est rare ou impossible de voir un sociologue, politologue, historien, juriste, commandant en chef de Daesh. Donc, je vais chercher la réponse sur le net. Mais non, ne cherchez pas. C'est Moussa Msagnot magique qui me répond. Donc, alors, les idiots, là. Donc, le niveau scolaire des djihadistes. On a dit, si jamais ils sont diplômés, ils sont des ingénieurs. J'ai vu un médecin saoudien qui s'est fait sauter, éclater en Irak, l'autre il est ingénieur, etc., des bombes, il sait bien faire les bombes. Donc, ils sont en sciences exactes. On a cherché aussi, on a fait beaucoup de travaux, il faut dire, en sociologie, sur les mouvements des étudiants, par exemple. On a constaté que la gauche se trouve dans les facultés de lettres et sciences sociales, et les islamistes radicaux se trouvent dans les facultés de sciences exactes, en médecine et ingénieur. Mais on a toujours des contre-exemples. Hein, parce que j'ai des amis médecins qui me disent ça ne va pas, regarde, qui nous accusent qu'on est des terroristes. Mais non, on parle d'une courbe. 80%, 70%, 85% de ces diplômés sont en sciences exactes. Pour les diplômés, je pense presque on est à 99,99%, hein, parce que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant un historien ou un sociologue qui dirige un mouvement terroriste. Ayman Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui vient juste après Osama bin Laden, est un médecin, chirurgien. Il n'est pas un sociologue, il n'est pas un politologue. Donc on est face. Pourquoi? Évidemment parce que en sciences exactes, ils prennent des formules, la formule religieuse, sans réflexion. Nous, toujours en sciences sociales, la rupture épistémologique, hypothèse, conclusion, puis repenser nos conclusions, parce que tout est relatif. On relativise tout, la vérité n'est pas absolue, on recherche, et les conclusions deviennent elles-mêmes des nouvelles hypothèses, ainsi de suite. On a le débat, et tout vert, et on dit beaucoup, évidemment. Donc, qui est encore le terroriste? Il n'est pas marié, il est célibataire souvent. C'est la théorie d'Émile Durkheim, le suicide. Souvent, ceux qui se suicident sont des jeunes célibataires. C'est rare, c'est très difficile qu'un père de famille qui a des enfants, une femme, des engagements, se suicide. Parce que les terroristes kamikazes se suicident. Mais attention, elle pourrait être un prêcheur, on va voir après. Il pourrait jouer un autre rôle, mais pas en tant que terroriste qui exécute les ordres, il se fait massacrer lui-même. Donc, c'est souvent les célibataires, il n'est pas marié. On a une référence à la théorie de Durkheim. Comme tous les jeunes aussi, ils cherchent l'aventure. Le rêve, l'aventure, quitter l'endroit, le village, le bled, etc. Pour les jeunes en Europe, par exemple, parce que j'ai parlé à la BBC, là, on a consacré une émission pour les terroristes européens d'origine arabe ou musulmane qui sont allés en Syrie et en Irak. Mais là, par exemple, ils ont l'État-providence. Il ne va pas crever de faim. Il ne va pas dire que je n'ai pas de logement. Il ne va pas dire que je n'ai pas de salaire, même 600, 700 euros par mois. Il peut manger. Donc, ce n'est pas la misère noire qui lui pousse à aller en Syrie ou en Irak. Là, ce n'est plus les facteurs économiques qu'on met en exergue. On va chercher d'autres facteurs d'ordre culturel, identitaire, crise identitaire, ainsi de suite, et accumulation d'autres facteurs. Hein. C'est pour cela que je dis qu'il faut étudier ces cas. Ce n'est pas la même immigration terroriste du nord de l'Afrique vers la Syrie et l'Irak, ce n'est pas elle-même celle d'Europe. Ça veut dire que les facteurs qui dominent ne sont pas les mêmes. Les uns, peut-être, ce sont les facteurs économiques, les autres, peut-être, ce sont les facteurs identitaires, d'ordre culturel, qui priment sur les facteurs économiques. Alors, on a dit que le terrorisme qui se propage aujourd'hui dans le monde arabe est lié au plan social, il est lié à l'absence d'État-providence. L'État doit être responsable. On ne peut pas laisser
une jeunesse, et on a vécu l'explosion démographique dans le monde arabe. Les populations ont doublé, triplé, quadruplé. Parfois, on a plus que 60-65% des jeunes qui sont entre 18 et 25 ans. Donc, les États doivent s'occuper de cette jeunesse. On ne peut pas les marginaliser économiquement. Parce que dès qu'on a l'État-providence, après on peut contrarier le fric qui attire. Après on peut contrarier les facteurs économiques. On se laisse qu'avec les facteurs d'ordre religieux, culturel, etc. Déjà, on ferme une grande porte qui s'appelle les facteurs économiques par l'État-providence. Donc, ces États doivent s'occuper de leur jeunesse et doivent établir un contrat entre le citoyen et l'État, pas uniquement un contrat politique comme on fait aujourd'hui en Tunisie. Pourquoi on a une démocratie magnifique qui fonctionne en Tunisie, toujours là du terrorisme? Parce que notre démocratie, c'est une démocratie néolibérale à l'américaine. Ça veut dire le seul contrat entre l'État et les citoyens, ou les jeunes, c'est juste le jour des élections. Vous avez voté, c'est bon, et ça s'arrête là. Nous, en tant qu'État, on n'est pas prêt à vous donner des indemnités de chômage ou un salaire comme social, etc. Il n'y a pas d'État-providence, le welfare state. Cette invention magique de l'allemand Bismarck au XIXe siècle en Allemagne, qui a inventé le welfare state, qui s'est développé aujourd'hui, c'est bien installé en Europe. D'ailleurs, ce qui explique la paix sociale européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est cet État-providence. S'il n'y avait pas l'État-providence, peut-être les révolutions rouges vont continuer. Et elles ne vont pas s'arrêter. Donc, on va passer maintenant aux facteurs religieux du terrorisme. Parce que quand on remarque dans les chaînes de télévision, on parle toujours islam, islamisme, islamiste, on généralise. Hein? On ne parle pas d'une manière spécifique et bien ciblée. Par exemple, au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, comme en Algérie, l'islam qui règne, c'est l'islam soufi, les confrères soufis. Moi, mes deux grands-pères viennent d'une confrérie soufie, il se rase la barbe, met le parfum, il n'a jamais accepté ces barbus, c'est quoi ça? Ces délinquants, là, c'est le sophisme. Son discours, c'est la générosité, c'est l'amour, etc. Et tous les Maghreb, même en Égypte, on parle de 12 millions de sophis, on a au Maroc aussi, comme en Algérie. D'ailleurs, même la résistance contre le colonisateur français ou britannique, c'était mené par des confrères de sophie. C'est dans le Mortar en Algérie, voire même en Libye, excusez-moi, voire même en Algérie, dans le Belge en Tunisie, etc. Donc, quelle est l'idéologie des terroristes d'Al-Qaïda ou Daesh? Islam, on a plusieurs islams. Le sunnisme, on a 4 doctrines officielles, plus des dizaines et dizaines, une centaine de branches. Au chiisme, c'est la même chose. La 3e voie d'islam qu'on néglige, on oublie souvent, c'est l'ibadisme. On le trouve en Oman, parce que c'est 3 grandes branches, et dans chaque branche, on a des centaines, voire peut-être des milliers de sectes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a un problème avec qui? Quelle est l'idéologie officielle d'Al-Qaïda ou de Daesh? Ce qui évite souvent la presse, c'est le wahhabisme, c'est tout court, c'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme saoudien. C'est impossible qu'une confrérie soufie s'implique dans le terrorisme. D'ailleurs, ceux qui ont freiné le terrorisme en Libye ou luttent contre le terrorisme en Libye, un pays laissé à son sort, sont les confréries soufis. C'est la société soufie qui lutte contre le terrorisme importé, puisqu'il n'est pas même local. Donc, c'est le wahhabisme, par exemple, Al-Qaïda, c'est une combinaison quand même entre le wahhabisme traditionnel et le djihadisme égyptien, d'Ibn al-Zawahiri, qui vient de quitter les frères musulmans pendant les années 60, surtout avec la radicalisation des discours de Saïd Qutb, en 1965, qui s'est quitté. Donc, c'est le djihadisme égyptien, mais en combinaison avec le wahhabisme, et c'est devenu un cocktail explosif. D'ailleurs, les pratiques de Daesh aujourd'hui et d'Al-Qaïda sont les mêmes dans la société saoudienne. Ils ont coupé les mêmes mains, on coupe les mêmes têtes, on interdit le cinéma, on interdit aux femmes de conduire les voitures, on interdit la cohabitation entre... Il faut séparer les femmes et les hommes, ce sont les mêmes pratiques. Et surtout, on a un trait commun, c'est cette haine contre les sites archéologiques. Vous connaissez, on a Palmyre, on a les pyramides, on a le Mossoul, on a le statut de Bouddha en Afghanistan. Mais
commençant par les prophètes, les califes, l'empire omeyyade, l'empire abbasside, l'empire fatimide, l'Andalousie, tous les empires, les États et les monarchies au nord d'Afrique, après la décadence du monde arabo-musulman, mais jamais on a touché au site archéologique. Jamais. La première fois qu'on commence à casser, ruiner et détruire les sites archéologiques, c'était à la Mecque, au début du XXe siècle. Les Wahhabites de Neige, quand ils ont envahi la Mecque, ils ont détruit la Mecque. La Mecque historique n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a que la grande mosquée, et à l'intérieur sombre le Kaaba, le Kibouba, et tout le reste est fini. Les maisons des compagnons des prophètes ont été rasées de la carte. Il y a des hôtels Mozambique et Tony Charlton à leur place aujourd'hui. Imaginez-vous que le Vatican, il vient une force de l'extérieur et il rase le Vatican, et en construisant la place des gratte-ciel. Ce qui s'est passé à la Mecque. Mais c'est un tabou qu'on ne parle pas trop, mais les archéologues savent que c'est une catastrophe pour la culture islamique. Ça se reprend aujourd'hui avec talibans qui ont été financés aussi par le wahhabisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le statut de Bouddha à Palmyre, en Syrie, en Moussoul, etc. Espérons qu'ils n'arrivent pas aux pyramides égyptiennes, parce qu'ils vont les détruire. Il y a une haine idéologique contre tout ce qui est histoire, tout ce qui est site archéologique. Et c'est la même idéologie. Sinon, à part ça, on n'a jamais eu dans l'histoire arabo-musulmane, depuis 14 siècles, cette idée de détruire les sites archéologiques. Évidemment, ce qui a fait aussi que cette doctrine, qui est le wahhabisme, en fait, vrai responsable du terrorisme, s'est propagée, c'est le fric, c'est la liquidité. Elle a joui du boom de la rente pétrolière. Donc, ils sont ultra riches, ils ont construit des mosquées partout, mais leurs propres mosquées, pour leur propre doctrine. Hein. Et d'ailleurs, je vous donne la revue Forbes américaine, spécialisée des fortunes, signale que le meilleur métier profession dans le monde arabe, rentable, c'est un prêcheur. Prêcheur, mais prêcheur wahhabite, ça veut dire qatarien ou saoudien, parce qu'il gagnait 2 millions de dollars et 3 millions de dollars, il donne les noms et les salaires, et c'est immense, énorme. Et on a par exemple un qui s'appelait Salman al-Ouda, et lui il a prêché toujours pour le djihad en Irak, contre les impies, etc. Son fils a été influencé par le discours de son père. Il a préparé sa valise pour aller en Irak faire le djihad. Il dit, mais merde, tu fais quoi là? Ne bouge pas. Il appelle le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, confisquez le passeport de mon fils, ne laissez jamais mon fils partir au djihad. Mais comment papa tu appelles au djihad pour les autres? Mais ce sont les autres jeunes là. Toi tu vas à Harvard University, tu as d'autres avenir. Tu es mon fils. Mais d'accord, hein, le djihad c'est pour ces misérables jeunes marginalisés, etc. Mais toi tu as notre avenir. C'est une histoire vraie, c'est Salman al-Ouda. D'autres prêcheurs qui s'appellent Mohamed Arifi, là il est comique carrément, il parlait qu'en Syrie il y a des anges blancs qui tombent du ciel sur des chevaux blancs et qui font la guerre contre l'armée syrienne et qui soutiennent les moujahidines. On a la vidéo, je peux passer la moujahidine avec sa part. Pendant l'époque soviétique aussi, on a parlé des anges verts qui prennent un bout de sable, qui les jettent sur le char T-72 russe et le char s'éclate. Parce que ce sont des anges verts qui viennent du ciel. Le problème, il y a des jeunes qui croient en ces histoires, mais lesquels? Le profil des terroristes, qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas des sociologues ou politologues ou historiens qui vont être convaincus de ces histoires. Un charlatan, il met D, ça veut dire docteur ou quoi, pour nous parler des anges. Lui-même, il était en guerre pendant la période de Mohamed Morsi, les frères musulmans, et il y a eu un congrès mondial pour le djihad, qui appelle pour le djihad en Syrie. C'était en juillet, en plein été. Le congrès est fini. Il a pris ses valises, ses épouses, parce qu'on a les images, les photos, parce qu'il y a eu un scandale, puis direction Londres. Il s'est trouvé à Jar Road, la fameuse avenue, le quartier arabe à Londres, et en jean, en veste cuir, on a les images, je peux vous montrer les images, et à McDonald's, en train de manger des hamburgers avec ses femmes, ses enfants, etc. Et du jeune irakien l'a arrêté, il m'a dit, faites quoi là?
vous nous appelez pour faire le djihad en Syrie. Vous vous traînez ici à Al-Waroud. Bon, ils l'ont tabassé, c'est vrai, parce que de cette façon, on a compris l'histoire, on a vu ses photos à l'hôpital, ainsi de suite. Donc, un exemple de ces prêcheurs qui sont devenus archi-millionnaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a une mondialisation à travers la technologie de communication. Par exemple, tous les Arabes savent bien qu'ils ont ce que nous appelons Nilsa, une petite parabole, mais il a mis 500 chaînes de télévision. Ça veut dire que l'État national même ne contrôle pas l'information. L'État marocain ou l'État tunisien ne peut pas contrôler l'information puisqu'il vient de l'extérieur. On a 150 chaînes intégristes qui propagent l'intégrisme et la haine, le discours de la haine, parce que le terrorisme aussi c'est un discours avant que ce soit une action. On a environ 150 chaînes. Bon, après le général Sissi, pour les uns c'est un dictateur sanguinaire, pour les autres je ne sais pas, il a arrêté l'islamisme, peu importe, mais là il nous a fermé en tout cas quelques dizaines de ces chaînes. Ah, je pourrais dire, il a bien fait. Le reste, c'est discutable, je suis tout à fait d'accord. Mais au moins, il nous a fermé quelques dizaines de chaînes de télévision, parce que, comme j'ai dit, l'État national ne contrôle pas le paysage médiatique. Il y a l'invasion de l'extérieur. Et qu'il paye des dizaines de milliers, des millions de dollars à ces chefs, prêcheurs, qui incitent à la haine. Tout d'abord, j'ai Wahhabi qui disait dans un discours vendredi de prière, détester les juifs, les chrétiens, les chiites, les sophies, les nationalistes, les marxistes, les communistes, les libéraux, les démocrates, tous. Détestez-les. Ils sont exclus de notre société. Donc c'est un discours de haine. Il faut combattre ce discours de haine. Mais malheureusement, il possède une rente pétrolière, une liquidité énorme. Maintenant, on va parler d'une autre série de facteurs, les facteurs politiques, géopolitiques du terrorisme. Après les facteurs économiques, psychologiques, sociaux, etc. Il faut savoir que le terrorisme, si on a la carte, si j'ai la carte derrière moi, je peux vous montrer la carte du monde, où le terrorisme prospère. C'est classique. Afghanistan, l'Irak, après 2003, évidemment, après l'invasion américaine, une partie de la Syrie, la Tunisie, maintenant, mais relativement, elle est très très faible, mais surtout en Libye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terrorisme cherche les endroits où il n'y a plus d'État, où les armées nationales sont démantelées, où les services secrets sont démantelés. Donc l'invasion de l'Irak en 2003 et le démantèlement de l'armée irakienne, du service secret irakien, évidemment, on a créé un vide. La même chose en Libye. J'ai dit à mes auditeurs officiers de police antiterroriste à Lisbonne, écoutez, je peux comprendre que vous n'avez pas trouvé une cellule dormante à Paris ou à Bruxelles, mais est-ce que vous avez la raison quand on parle de Daesh Assert? Daesh Assert, ce n'est pas une cellule dormante. C'est un méco-État, avec son drapeau noir, avec ses chars, ses blindés, son budget. C'est un méco-État qui gagne du terrain chaque jour, et visible à tout le monde. Ce n'est pas une cellule dormante, ce n'est pas une cellule secrète. Elle existe bel et bien, cet État islamique. Le 21 mai 2015, j'étais à Paris aussi, j'ai donné une conférence à Lima, intitulée La deuxième guerre civile en Libye. Vous trouvez la conférence sur YouTube, et vous avez ma conclusion. J'ai averti les Français. Vous pensez que Daesh, à Sirte, ne menace que la Tunisie et l'Égypte et l'Algérie? Vous êtes épargnés loin, bientôt ça va être aussi à Paris et en France. Parce qu'il y a la mondialisation aussi du terrorisme. Si vous pensez que le feu brûle chez vos voisins, vous êtes épargnés aujourd'hui, demain non. Donc, comme j'ai dit hier, il y a toujours un rapport entre le chat et la souris. Disons que le chat, c'est les armées puissantes et les services secrets puissants. La souris, c'est le terrorisme. Donc, dès que le chat est absent, il n'est plus là, les souris trouvent ce qu'il faut. Cela veut dire, autrement dit, si on dit que oui, on démantèle des armées, des États et des services secrets qui existent, évidemment, c'est le terrorisme qui va remplir le vide. Parce que la nature humaine n'accepte pas le vide. Et ce qui se passe aujourd'hui en Libye, on n'a pas de structure, on n'a pas d'État, on n'a pas une armée nationale, on ne connaît pas des services secrets, on a des micro-États partout, des centaines et des centaines de milices armées, des tribus armées. Le terrorisme a trouvé un foyer prospère, il s'implante.
à Sirte, il lève son drapeau devant la 6e flotte américaine, devant l'OTAN, devant tout le monde, c'est visible, hein, c'est pas une cellule dormante. Et comment on va agir face à ce terrorisme officiel? Ce n'est pas un terrorisme secret ou caché. Ce n'est pas même l'affaire des services secrets, c'est l'affaire des armées. Maintenant, deuxième partie de ma conférence, c'est la typologie du terrorisme. On va mais tout d'abord, il y a un concept. Voilà, j'ai oublié, je m'excuse de ce concept. On va parler de cette cellule dormante, hein, de cette cellule terroriste. Ce que nous appelons la dynamique interne d'un groupe terroriste. Parce qu'il y a des dynamiques. On a la dynamique interne de la famille, de la tribu, de la société et d'un groupe terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'acte de tuer, c'est condamnable dans toutes les sociétés, je pense. Tuer, c'est affreux, c'est punissable dans toute société. Mais quand l'acte tuer devient un acte héroïque, l'action de tuer devient un acte héroïque. Par exemple, dans toutes les capitales du monde, on a des avenues, parfois des statues, comme à Genève, le général Gazin, il a un grand statut. Quand on tue, on est un chef, un commandant dans une armée, un soldat, et on tue l'ennemi. Ça, c'est l'héroïsme. Ce n'est pas un acte criminel. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la dynamique interne de la société. Vous tuez nos ennemis, vous êtes des héros. On vous encourage, on vous soutient. La dynamique interne de la société, de la famille, de la tribu. C'est la bonne cause. Mais par contre, c'est toujours le même acte de tuer. Alors, les terroristes, ils prennent cette dynamique et l'installent dans la cellule. Ça veut dire, et pourquoi je dis toujours la première ligne de défense, c'est la famille, avant les services secrets, avant l'État, c'est la famille. C'est le premier radar qui capte un changement de comportement. Soudain, le jeune devient agressif avec sa maman, avec son père, sa soeur. Mais pourquoi tu mets de maquillage? Pourquoi tu mets pas même pas hijab? Pourquoi c'est pas le voile complet, le tchador, etc. Le niqab, il commence à prendre une distance de sa propre dynamique interne de la famille. Et évidemment, en même temps, de la dynamique interne de la société. Il quitte une dynamique interne de la société vers une autre, celle de la cellule dormante. Cellule dormante, par exemple, 10 personnes, 10 jeunes, l'un encourage l'autre. Sans les mécréants, puis attention, nous on va au paradis, eux c'est à l'enfer, etc. Avant qu'ils commettent leurs attentats, ils les isolent de leur famille, de leurs amis d'enfance. Parce que ce jeune-là, dès qu'on le reprend de la dynamique interne, on va dire négative, noire, du service terroriste, et on le remet dans la dynamique positive de la société ou de la famille ou de la tribu, peu importe, il va devenir normal. Donc on a des dynamiques internes qui sont en conflit permanent. Où les terroristes peuvent gagner, où nous, on peut gagner. Et comme je vous ai dit, la première ligne de défense, c'est la famille. Et moi, dans les plateaux de chaîne de télévision tunisienne, j'ai proposé comment on essaie de casser cette dynamique interne. Je dis, tout l'enjeu, c'est casser cette dynamique interne du groupe terroriste. On va dire que, par exemple, il y a une cellule dormante à Tunis qui se compose de 10 jeunes. Le chef, c'est toujours le plus sanguinaire. Le deuxième, c'est son adjoint, aussi sanguinaire, parce que lui, c'est lui qui l'aide à établir l'ordre dans cette dynamique interne négative terroriste. Alors, sur les 8, on peut avoir 2 ou 3 hésitants, qui sont encore peut-être récurables par la dynamique interne positive de la société et de la famille. On doit travailler sur cette hésitation. Et j'ai proposé des projets en Tunisie, par exemple, comme l'ont fait les Américains, les FBI, etc. On propose de l'argent, on propose une maison, on propose le côté matériel joue beaucoup, mais évidemment, par contre, vous montrez une cachette d'armes, vous montrez des explosifs, vous nous jouez un blanc terroriste, etc. Il faut casser ces dynamiques internes négatives des terroristes. Et là, par un projet social, économique, religieux, psychologique, etc., il faut que les spécialistes travaillent dans ces pays. Hein. Vraiment, il y a toujours il y a une séparation totale entre la police et l'armée. Par exemple, les universités, les centres de recherche, ils n'ont aucun lien, aucune collaboration.
Donc j'ai proposé certaines idées. Pourquoi pas on fait tout pour casser cette dynamique interne négative de la cellule dormante. On pourrait la casser, parce qu'on a 2 ou 3 dans cette cellule qui sont toujours encore hésitants. Ils ne peuvent pas être à 100% au même niveau de détermination. Non. Maintenant, on va passer à la typologie du terrorisme. On a ce que nous appelons, on a 2 genres en fait. On a ce que nous appelons le terrorisme citadin. C'est le terrorisme propre aux grandes villes. Bruxelles, par exemple, c'est les cellules dormantes, c'est le terrorisme citadin. Tunis, par exemple, ou Rabat, ou Alger, c'est toujours le terrorisme citadin. Mais on a le terrorisme des maquis. En Tunisie, par exemple, vous aurez ici à voir une montagne, le mont Chambi, ça se répète souvent dans les médias occidentaux, dans les médias de tout le monde, de toute la planète. C'est le mont Chambi, Ils ont réussi à avoir une petite poche, parce qu'ils utilisent la nature, les forêts, les grottes, etc. Donc, ils sont installés à mont Chambi, les montagnes difficiles. Même la colonisation française n'a jamais arrivé à contrôler ces montagnes. La guerre algérienne de libération a utilisé ces montagnes et ces grottes, etc. Donc, il y a le terrorisme. Le terrorisme citadin, c'est le travail de la police, évidemment. Et le terrorisme des maquis, c'est le travail de l'armée. Et c'est difficile pour les deux. Pour la police et de renseignement, c'est un travail préventif. Il ne faut pas attendre que les terroristes se mobilisent. Il faut les chercher avant, il faut les trouver avant, par la dynamique interne, par la famille tout d'abord. Donc il faut avoir une collaboration entre la famille et les institutions de l'État. Il faut établir une certaine confiance entre les services secrets, la police et les familles. Et évidemment, le terrorisme des maquis, ça c'est une autre chose, parce que là, ils arrivent à construire des petites armées. Et là, c'est le rôle de l'armée, en fait, de livrer ces batailles. L'armée algérienne, par exemple, tunisienne, a eu beaucoup de pertes au début, parce que ce sont des armées classiques, qui sont entraînées pour faire des guerres classiques avec les chars, l'aviation. Ils se trouvent face à des fantômes qui se cachent, de sorte que la nuit, évidemment, ce n'était pas facile au début. Il faut un certain temps afin que ces armées s'adaptent à cette nouvelle guerre, qui est la guerre contre les maquis. Et c'était le cas, par exemple, de l'armée algérienne, qui est une armée lourde, soviétique, etc. Mais elle a pris du temps, elle a subi beaucoup de pertes, jusqu'au jour où elle s'est adaptée à la guerre des guérillas, à la guerre des maquis. Elle est devenue des petites unités, à la soviétique, l'offensive des chars et l'aviation. Non, on n'a pas un ennemi visible tout le temps, qui est un ennemi mobile, donc il a fait du temps pour s'adapter avec la guerre des maquis. On ne va pas entrer dans la typologie aussi du terrorisme, parce qu'on peut parler du terrorisme d'État, externe ou interne. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces groupes terroristes comme Al-Qaïda, Daesh, Al-Sharia. Bon, maintenant aussi, on a une idée assez forte, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a une armée mondiale qui s'appelle Al-Qaïda ou Daesh. C'est faux. Il n'y a pas une structure mondiale, internationale, qui s'appelle Daesh. C'est une illusion. Vous trouvez une interview avec France 24, pour moi, le titre c'est l'illusion. Il n'y a pas une organisation mondiale qui s'appelle Daesh ou Al-Qaïda. C'est quoi alors? C'est vrai, il y a Daesh. Daesh c'est quoi en arabe? Dawla al-Islamiyya fi l'Irak au Sham, donc l'État islamique en Syrie et en Irak. Ça veut dire on prend un morceau sunnite de l'Irak, un morceau sunnite de la Syrie, on a construit un État. Mais à part ça, Daesh à Bruxelles ou à Paris ou à Tunis, ça n'a rien à voir au plan structurel. Ça veut dire que ce feu Abu Bakr al-Baghdadi, le calife de Daesh, était en Irak, et il donne un ordre à notre cellule à Paris de commettre des attentats. Il ne va pas prendre le téléphone, ni envoyer un fax, ni un SMS. Autrement dit, c'est quoi alors? C'est du terrorisme local qui s'est inspiré de ce panneau publicitaire, de cette affiche publicitaire qui est Daesh. Moi, je donne toujours l'exemple de Marlboro et de Coca-Cola. Et mes amis maghrébins, comme je dis, c'est quoi? Je dis Daesh, ou Al-Qaïda, c'est comme le Coca-Cola, parce que le Coca-Cola américain, c'est pas le Coca-Cola français, c'est pas le Coca-Cola, en tout cas, tunisien ou algérien ou marocain.
C'est différent. Chaque pays a la licence mondiale de Coca-Cola, mais le goût, c'est totalement différent. Chacun le fait à sa façon. Donc Daesh, c'est la même façon. Le Daesh tunisien, le Daesh algérien, par exemple l'AQMI en Algérie, ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était en 2007, c'était le Jama'a Salafiyya de Dar al-Qutl, le groupe islamique de combat dirigé par Abdelrazak El-Bara. En 2007, ils ont refusé la réconciliation nationale de Bouteflika. En 2007, ils ont décidé de changer leur nom. Il est devenu Al-Qaïda, c'est la mode. Mais c'est du terrorisme local, 99% sont des Algériens. Mais c'est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la même chose aussi. Je ne vois pas de structure. Les patrons, les chefs de services de renseignement et les experts savent. Il n'y a pas une structure mondiale qui s'appelle Al-Qaïda ou Daesh, mais il y a la littérature, ça c'est juste. La littérature, oui. La doctrine, oui. Elle est mondiale, elle est unique, ça veut dire détestez-les, haïssez-les, tuez-les, vous allez avoir cette homme vierge, je ne sais pas quoi, ça existe partout. Mais la structure, ça veut dire un commandant, un état-major, des officiers, des agents, des ordres, une hiérarchie, ça n'existe pas. Peut-être, oui, ça existe en Irak et en Syrie, peut-être à Sirte, mais au plan local. Mais le Qaïda à Yémen n'a aucun rapport avec le Qaïda au Maghreb. Aucun rapport structurel. Le seul rapport, c'est la littérature. On a encore du temps. J'accélère, ça va. 5 minutes? Non. Je suis rentré dans les détails. Alors, j'accélère. Aussi, on peut faire... D'accord. Aussi, sur la typologie du terrorisme, il faut vraiment insister que le discours aussi pourrait être un discours terroriste. Souvent, j'ai dit en Tunisie, j'ai nommé les 4 facteurs qui ont alimenté le terrorisme en Tunisie, je l'ai dit dès les premiers jours de la Révolution, ils ne m'ont pas écouté, maintenant ils m'ont dit, tiens, tu as raison. Je dis, le discours terroriste, c'est un crime, on ne peut pas le pardonner. Or, sur Facebook, dans les mosquées tunisiennes aussi, par exemple, deux de mes chers amis, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés par les islamistes, ils ont été plusieurs fois sur Facebook et dans les mosquées. On va vous tuer, vous êtes des impies, mécréants, on va vous égorger, on va vous faire. Et l'État n'intervient pas, le gouvernement n'intervient pas, comme si c'était la liberté d'expression. Non, c'était des crimes d'abord. Le terrorisme a commencé comme discours, et puis voilà. Et il est arrivé, on est fini comme action. Donc il faut faire attention au discours terroriste. Maintenant, les objectifs des terroristes, ils ont presque 4 phases. La première, ils commencent par les assassinats des symboles de l'État, les taroutes, ils s'appellent ça les taroutes, surtout les policiers, les gendarmes, les militaires, c'est la première cible. Puis ils passent souvent à une deuxième étape, c'est l'assassinat des personnalités politiques et publiques influentes qui peuvent changer contre eux, mobiliser contre eux l'opinion publique. C'est le cas de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi en Tunisie. Troisième phase, ils attaquent les infrastructures économiques. Donc c'est l'économie de la société, l'économie d'État qui devient cible. C'est le cas par exemple de l'hôtel Impérial Marhaba en Tunisie. Ils veulent casser. Ce n'est pas l'objectif des terroristes britanniques, c'est l'économie tunisienne qui est. Pour eux, c'est l'économie tunisienne. Il faut casser l'économie tunisienne, il faut casser le terrorisme, il faut casser le mécanisme de l'économie tunisienne. La même chose avec l'attentat de Bardo. Il ne faut plus que ces bateaux de croisière viennent chez nous pour enrichir l'économie tunisienne. Donc on va attaquer les symboles économiques de l'État. Quatrième phase et dernière, malheureusement, c'est la phase noire. La Tunisie n'a pas connu jusqu'à maintenant cette phase. On la voit en Libye, en Irak surtout. Aujourd'hui, personne ne parle de ce qui se passe en Irak. Les attentats sont le pain quotidien des Irakiens. C'est le terrorisme noir qui ne vise pas une personnalité ou un secteur déterminé, mais c'est juste tuer le maximum et blesser le maximum. Donc on voit des voitures piégées dans des marchés, des souks populaires même, parce que au fur et à mesure, dans la lutte contre les terroristes, les gendarmes, les policiers s'autoprotègent, hein, ils ont leurs mécanismes, les institutions d'État, les hôtels, etc., les usines, elles se préparent pour contrer
Le terrorisme, alors, qu'est-ce qu'il va faire le terrorisme? Il va cibler les citoyens, comme en Irak, comme j'ai dit, souvent la majorité des victimes des voitures piégées en Irak sont les marchés, les souks et les pauvres gens qui sont loin même du conflit politique, mais voilà, juste tuer le maximum, c'est le terrorisme noir, la quatrième phase. Le terrorisme reste toujours l'action de la minorité contre la majorité. Par contre, la révolution, c'est le contraire. C'est l'action de la majorité contre la minorité. C'est ça la différence entre la révolution, un concept poétique, romantique même. C'est parce que c'est la majorité qui a raison, mais le terrorisme, c'est la minorité. Ils sont toujours une minorité. En France, à Paris, etc. Oui, 5, 6, 10, 15, 100, mais la planète, c'est 7 milliards. En Tunisie, on a combien? 5 000, 6 000 terroristes, oui, mais c'est 11 millions. Les terroristes restent vraiment une minorité marginalisée par le nombre. Mais cette minorité joue bien la carte médiatique. Les terroristes ne peuvent pas vivre sans médias. Les terroristes cherchent la médiatisation, cherchent la une des journaux, cherchent la une des télévisions. Parce que c'est ça sa force. Le terrorisme n'a jamais détruit un État, le terrorisme n'a jamais éliminé un État, n'a jamais construit un État. Le terrorisme, c'est vrai, en Algérie, on a eu 200 000 morts 10 000, pendant la décennie noire des années 90. On a eu plus que 100 milliards de dollars de dégâts, mais l'État algérien est toujours là, avec son armée, avec ses services, etc. Donc on ne peut pas aller plus que de nuire la société et l'État. Donc pour parler des solutions, comme vous avez vu, dans chaque série de facteurs, on trouve les solutions dans les facteurs eux-mêmes. Par exemple, si on parle de la misère, de la pauvreté, la réaction, c'est l'État-providence, au moins que l'État s'occupe de sa jeunesse. Si on parle de l'intervention des discours étrangers, etc., où certains pays, il faut les freiner par le Conseil de sécurité, arrêter de financer l'intégrisme, que ce soit en tant que discours, en tant qu'action. Et la communauté internationale doit agir. Aussi au plan géopolitique, on ne peut pas permettre aux micro-États terroristes de vivre et survivre et ils sont en train de défier toute la planète et devant tout le monde. Ce ne sont pas des seuls dans le monde. Donc dans chaque série de facteurs, on trouve des solutions. Si ça ne fonctionne pas, on trouve les solutions dans les facteurs eux-mêmes. Pour le monde arabe, parce qu'il y a toujours une sensibilité entre la police et les services secrets et les citoyens. Il faut le dire, il y a une crise de confiance, c'est ça qui a poussé certaines révolutions, et ce que j'appelle la dynamique interne des sociétés. Je suis tout à fait pour toutes les révolutions dans le monde arabe, pas juste qu'elles soient pacifiques, on n'utilise pas des armes, parce que si on arrive par les armes, on ne va pas être des démocrates, on va installer une nouvelle dictature et pire, et peut-être, et qu'il soit un mouvement démocratique et pas des interventions étrangères qui manipulent la mouvance populaire. Surtout par exemple le cas tunisien, c'est une démocratie qui fonctionne, mais quand on voit les pays de Golfe riches avec leurs milliards, qu'ils achètent des élites politiques, qu'ils achètent des journalistes, ils achètent des partis politiques, où ils recrutent nos jeunes, moi je l'ai dit, moi j'ai assumé ma responsabilité éthique et juridique en Tunisie, c'est la télévision nationale tunisienne, les télévisions nationales, je dis, moi je sais qui amène nos jeunes tunisiens en Syrie et en Irak, ce sont des États, et j'ai nommé ces États, et leurs services secrets, j'ai nommé leurs services secrets, j'ai assumé ma responsabilité juridique, et éthique surtout. Si vous ne voulez pas le dire, parce que vous avez toujours les intérêts, moi je n'ai pas d'intérêt, mon intérêt c'est ma crédibilité scientifique. Mon éthique, c'est l'éthique de savant, ce n'est pas l'éthique de politique, comme j'ai dit. Donc, combattre le terrorisme, il faut être juste, la guerre doit être totale, et il ne faut pas instrumentaliser le terrorisme. Ah, si on a besoin des terroristes ici contre ce tel ou tel régime, parce que c'est en notre faveur, rappelons-le, Al-Qaïda a été encouragé par les Américains, par l'Arabie Saoudite, etc. Il y avait les anges verts là, qui participent dans la guerre, mais Al-Qaïda s'est retourné finalement contre les Américains, et comme les attentats en septembre. Bon, selon la version officielle, puisque moi je travaille sur les versions officielles, et voilà, mais il n'a pas d'avenir aussi. Comme vous avez remarqué, l'intégrisme, l'islamisme, c'est venu aussi, s'est accéléré à la suite de la chute de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est, parce qu'avant, on ne parlait pas de cela, c'est nouveau, on parlait du communisme, etc. Les années 60, 70, regarde,
si on fait une analyse, par exemple, de la presse occidentale, on va voir que c'est juste après la chute de l'Union soviétique, de l'Europe de l'Est, qu'on commence à parler de plus en plus sur le terrorisme islamiste, mais ça ne va pas durer éternellement. Moi, je pense que le monde va avoir d'autres problèmes, mais à condition aussi qu'on soit juste et ferme et on n'instrumentalise pas le terrorisme. Et merci à vous. Merci Riyad pour cet exposé. Je pense qu'on a eu le temps de parcourir assez largement la question des causes sociologiques, économiques, religieuses, des instrumentalisations. Donc maintenant, je vous propose peut-être de vous donner la parole pour des interventions, des remarques, des questions. Alors, déjà ici, première question. Bonjour. D'abord, félicitations pour votre exposé, c'était très riche et en tout cas très intéressant. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport à l'Algérie. Donc l'Algérie a connu 10 ans de terrorisme entre 1990 et 2000. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'un pays voyait le terrorisme émerger lorsque cet État cessait d'être un État-providence et que donc la déstabilisation venait aussi du fait que l'État ne s'impliquait plus dans le processus donc économique de ce pays, en tout cas pour les plus pauvres de ce pays-là. Alors comment vous expliquez-vous cette situation en Algérie? Parce que je crois que là, l'État-providence est quand même resté très longtemps, enfin en tout cas actif dans la société. Et puis je voulais aussi vous demander une deuxième question par rapport toujours à l'Algérie, c'est que... Oui, donc la première question, c'est vous disiez que l'État-providence était le fait qu'un pays ne soit plus l'État-providence, enfin qu'il n'intervienne plus dans la société civile, que ça favorisait le terrorisme. Alors, comment expliquez-vous le fait que ça existe en Algérie alors que l'État a toujours été très actif, en tous les cas, au sein de la population et économiquement parlant? Et puis ma deuxième question, c'était par rapport au fait que moi, je suis d'origine algérienne, et donc pendant cette période de guerre civile en Algérie, on avait l'impression que aussi bien le monde arabe que l'Europe voyaient l'Algérie comme un pays extraterrestre. Comme s'il n'y avait qu'en Algérie que ça existait, que ce phénomène-là ne pouvait pas déborder dans d'autres pays. Alors qu'aujourd'hui, on voit que malheureusement, ça touche une grande partie du monde arabe. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu avoir comme ça une vision à long terme de ce qui allait se passer, enfin plutôt à court terme, puisque on est qu'en 2016. Donc voilà, c'était mes deux questions. Oui, j'ai pas envie d'un peu d'entendre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Pardon? Bonjour, monsieur Hila, Amidou. En fait, j'ai une petite série de questions, mais vous n'êtes pas obligé de le détailler, évidemment, c'est suffisant. Vous avez évoqué, vous avez parlé du fait que statistiquement, les Tunisiens sont les plus présents en Syrie. Ah, vous n'entendez pas. Voilà, donc statistiquement, les chiffres prouvent que les Tunisiens, c'est les plus sanguinaires, ils vont venir à 7000 à peu près. Vous n'avez pas donné une réponse plutôt assez scientifique, comme vous le dites, pour cette raison-là, du fait qu'on soit les plus nombreux. Il y en a qui parlent du fait que, après la fuite et la fin de la dictature de Ben Ali, je vais employer le terme en arabe, tashfif maner adiniya, voilà. Que c'est peut-être à cause de ça, d'autant plus qu'en Tunisie, si on compare par rapport à d'autres pays, le niveau d'instruction il est assez élevé. Donc ça, c'est par rapport à ça. Autre chose, vous ne pensez pas que aussi le régime de, je vais dire aussi en arabe, je suis désolé, Al-Ghanai al-Mouassabi, voilà, le butin, merci, que ça peut être aussi, ça peut motiver au départ, quand on voit les gens les jeunes des régions défavorisées. Également, vous avez parlé que c'est la deuxième partie des années 70 qu'on a commencé à parler du terrorisme islamique. Il n'y a pas un certain rapport avec la proclamation de l'État islamique en Iran, en 1979. Peut-être ça a donné un sens, ou peut-être un exemple pour les autres courants, je cite les frères musulmans. Et pour finir, la phase 4, vous avez parlé de la phase 4 noire, où on attaque les civils, vous avez cité l'Irak. Mais vous ne trouvez pas qu'à ce moment-là, ils visent que les chiites, si vous êtes d'accord. Et pour finir, voilà une dernière, le wahhabisme a créé Daesh. Mais bizarrement,
on va dire, dès qu'on a commencé de parler de Daesh, on voit les communiqués où les gens de Daesh menacent El Saoud. Et jusqu'à maintenant, on voit des attentats à Riyad, ou des tentatives d'attentats. Ou c'est peut-être l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure du tigre. Hein. C'est ça. Hein, voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Hamdan ici. Pas trop, s'il vous plaît, parce qu'après... Oui, on en prend 3, puis on va... Non, on a droit de... D'accord. Je ne sais pas, c'est une question très simple. Moi, je suis palestinien, donc le mot Palestine, cause palestinienne, question palestinienne, il est complètement absent dans le langage de toutes les organisations terroristes dont on a cité. Comment ça se fait que dans une région où, je dirais, la cause palestinienne, elle est là depuis 70 ans, plus ou moins, et qui était considérée comme la cause centrale pendant longtemps de ce qu'on appelle le monde arabe, eh bien, dans ce discours-là islamiste, cette cause n'est plus présente. Comment vous expliquez cela, sinon par certainement les alliances de ces organisations avec d'autres? D'accord, c'est bon, merci. Torah, hein, sinon après, même la page, j'oublie ce que vous avez dit. Alors, pour la question algérienne, oui, je suis vraiment algériologue, j'ai passé plus que 25 ans, même la majorité de mes bouquins c'est sur l'Algérie, thèse, master, livres en anglais, en arabe, bientôt en français sur l'Algérie. L'Algérie a connu l'État-providence, c'est pas l'État-providence à l'européenne, il faut dire. Moi je dis l'État-secteur public. L'État secteur public qui trouve du travail où le chômage doit être à zéro. Et ça a fait l'apogée avec la période de Boumidienne. Mais après le décès de Boumidienne, Ben Jdid, comme en Tunisie, comme partout dans le monde arabe, fin des années 70, les autres ils ont commencé des années 80, on passe d'une société qui cherche l'industrialisation à une société de consommation. Et là c'est un problème psychologique aussi, hein. Parce que dans une société où la misère règne partout, et vous voyez des Samsung 6 Edge et des iPhones et des voitures dernier cri, ça crée des tensions sociales. En Algérie, donc, comme le reste des pays arabes, le secteur public commence à perdre de valeur dès le début des années 80. En fait, avec les privatisations de Ben Jdid, d'ailleurs, les événements d'octobre 88, il y a ceux qui disent qu'ils ont été déclenchés par un clan, le clan Ben Jdid Mouloud Hamrouch, qui est un ami que je lui ai rendu visite à Alger, et pour contrer le clan conservateur socialiste, le Mohamed Chib Saadi, ainsi de suite. Bon, ça ce sont des détails, mais ce qui est sûr et certain, que l'islamisme en Algérie commence à monter en parallèle avec l'absence ou le retrait de l'État-providence, on va dire l'État secteur public. Autant qu'on privatise, et avec la chute du prix du pétrole, il faut le dire, l'État algérien n'a plus de fric pour financer certaines couches sociales, donc c'est la misère, donc ce sont les quartiers défavorisés qui prennent leur revanche après octobre 88. Et d'ailleurs, on a eu octobre 88 en Algérie, c'était en janvier 84 en Tunisie, janvier 84 au Maroc, parce que j'étais au Maroc en janvier 84, 1984, et en Égypte c'était avant, c'était toujours en janvier 1977 en Égypte. C'était quoi? C'était les premières révoltes sociales, contre la privatisation, contre l'économie sauvage, contre la marginalisation, les bidonvilles qui se révoltent, parce qu'on a eu l'exode rural des années 60 de la campagne vers les grandes villes, après, et avec l'explosion démographique aussi. Awali Boumediene a dit un jour, notre bombe atomique, ce sont nos enfants. Comme Mao Zedong, il a dit alors, une main travaille, l'autre mange. Donc, reproduisez-vous jusqu'à l'arrivée de Deng Xiaoping qui a stoppé l'explosion démographique chinoise. Donc, vraiment pour les sociologues, on met en exergue l'explosion démographique et le déplacement de la population de la campagne vers les villes et qui construisent les bidonvilles et qui sont le foyer prospère pour les futurs terroristes. Donc, c'est vrai, l'Algérie a beaucoup souffert, et seule. Il n'y avait pas une solidarité mondiale à cette époque. D'ailleurs, j'ai le livre de Graham Fuller, Algeria, the next Islamist state, the next fundamentalist state. Il disait, c'est un expert à la CIA, puis il travaille comme chercheur à l'institution RAND. Il disait dans son livre,
la question qui se pose, ce n'est pas si le fils arrive au pouvoir ou non, mais c'est quand. Parce que la version américaine est influencée par la surprise de la révolution iranienne, donc pour eux, ça y est, le fils est au pouvoir. Ça, c'était 95. Or, moi, c'était mon DA à Genève, 95. J'ai dit non, l'armée va gagner parce que je suis téliste. Charles Tilly, ça veut dire je sais que l'armée est solidaire, elle est puissante, et l'armée algérienne a toujours vécu ce que nous appelons les conflits au sein de l'unité. Autant qu'il y ait de conflits, mais c'est donc l'unité. Bref, l'Algérie aussi, c'est un sujet très, très complexe, mais c'est ma passion, c'est mes 25 ans de recherche. Deuxième série de questions, parce que vous avez une série de questions, je pense, 1, 2, 3, 4, 5 même. La réponse, bon, il y a une explication, beaucoup de Tunisiens sont en Syrie et en Irak parce que Ben Ali était contre la religion. Non, moi je pense pas ça. Franchement, en Algérie, pourquoi il n'y a pas trop d'Algériens, à votre avis? C'est simple. Non, pourquoi en Syrie, en Irak, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'Algériens? Vous savez pourquoi? Parce que les chats, il est là, ils surveillent. Les services secrets sont ultra puissants, le DAS, l'armée est ultra puissante, ils ont acquis l'expérience. Les services, aussi les Marocains ne sont pas si nombreux comme les Algériens, parce que les services marocains sont très efficaces et très puissants. C'est le jeu des chats et de la souris. La Tunisie, ce qu'on a vécu, c'était le démantèlement des services de renseignement de Ben Ali. Personnellement, je suis victime de ces services, parce que je suis exilé pendant 14 ans en Suisse, je n'ai pas vu mon pays, etc. Donc, je suis le dernier qui pourrait défendre cette police politique, mais il faut le dire que pendant le règne de Ben Ali, le dictateur, il n'y avait pas de terrorisme, il y avait un petit attentat isolé de Slimane, un autre isolé de Gerba. Pourquoi? Parce que le chat de Ben Ali, c'est le chat, je veux dire, voilà, ça veut dire, les services secrets sont ultra puissants, et ça c'est une approche structuraliste, comme vous expliquez. On parle des structures. Si les structures de renseignement et les structures, le système sécuritaire est là, les structures de renseignement et de l'armée et des forces armées sont là, puissantes, donc le nombre des candidats vers le terrorisme devient de plus en plus petit. Et c'est l'inverse. Hein, c'est une courbe qui pourrait monter comme qui pourrait descendre. Alors, après la révolution iranienne, oui, la révolution iranienne, dans mes recherches, a donné un espoir que les islamistes peuvent arriver au pouvoir. Mais on a un problème, par exemple, avec Nahdha en Tunisie. À l'époque, je dis, mais ils étaient nos concurrents à l'université tunisienne, mais on a des bons rapports, par exemple. Moi, les dirigeants de Nahdha aujourd'hui, de téléphone, on mange ensemble parce que je les connais, on a vécu ensemble la même période. À l'époque, par exemple, les islamistes de Nahdha, qui est un parti pro-musulman, ils défendaient le modèle iranien. Ali Shariati, le socialisme iranien, etc. Ils trouvaient que vous n'avez pas uniquement votre propre socialisme, nous, notre socialisme, c'était de livrer notre économie, Sadounal, Ali Shariati. Et après, plus tard, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous étiez pro-iranien, maintenant vous êtes anti-iranien, pro-qatarien. Qu'est-ce qui s'est passé pour Américains et Qatariens? Il y a un bouleversement total. Bon, mais ça les concerne. Est-ce qu'ils ont fait une révision, un changement de position? Je ne sais pas. Le terrorisme vise les chiites. Oui, il y a vraiment, j'étais en Irak au mois de novembre et c'est vraiment malheureux dans ce pays. D'ailleurs, chaque fois je parle avec les Irakiens, ils me disent, mais toi, tu es sunnite ou chiite? Je dis, moi, je suis sunnite et chiite en même temps. Mais il m'a dit, comment? Je dis, parce que je suis laïque, donc je suis sunnite et chiite en même temps. Et il m'a dit, si vous voulez, chrétien, si vous voulez, juif, si vous voulez, parce que je prends une distance objective vis-à-vis de tout le monde. Il faut oublier cette histoire de chiite et de sunnite. Ça n'existait pas avant. En Irak, je vous donne des exemples choquants. La tribu Samarraï, c'est une tribu à la ville Samarra. Dans la même tribu, vous trouvez des tribus Samarraï chiites, comme Sidawi maintenant, Samarraï chrétiens, Samarraï sunnites. Mais malheureusement, il y a on connaît les médias qui soufflent, hein, du côté chiite et du côté wahhabite, il faut dire, hein, les Iraniens jouent la carte chiite, les wahhabites jouent la carte sunnite, ainsi de suite, on ne s'en sort pas. Alors, vous m'avez dit, l'Arabie Saoudite a créé Daesh. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. C'est Joe Biden qui a dit ça. Donc, vous posez. Oui, non, j'ai dit. Oui, j'ai dit, c'est pas moi qui ai dit que l'Arabie Saoudite a créé Daesh, c'est Joe Biden, le numéro 2 américain.
C'est Yves Bonnet, le patron de la DST. Moi, je suis chercheur. S'ils ont dit que c'est l'Iran qui a créé Daesh, je vais me baser sur leur déclaration. S'ils ont dit que, je ne sais pas, la Tunisie ou le Sud-Afrique ont créé Daesh, je vais me baser sur leur déclaration. Donc, attention, il y a le chercheur doit prendre une distance objective, c'est pas moi, mais ce qui se passe souvent, parce qu'Al-Qaïda aussi, on a tous les dossiers d'Al-Qaïda, on a plein de livres, de recherches, etc. On sait tous Osama bin Laden, c'est la famille bin Laden, la première famille riche en Arabie Saoudite, juste après la famille royale, d'ailleurs celle qui gère la Mecque, etc. Ce qui s'est passé, il y a une coalition en Afghanistan, ainsi de suite. Bon, le terrorisme, si jamais on veut jouer au feu, avec le feu, on joue avec le terrorisme. Ça veut dire on l'alimente, on le crée, et puis, évidemment, comme une boule de neige, il n'est plus maîtrisable. Comme on a dit, il n'y a pas de structure mondiale du terrorisme, donc dès qu'il n'y a pas de structure, donc il n'y a pas une discipline, il y a des cellules qui sont dans la boule de neige, mais pas forcément liées au noyau dur qui a été créé par tel ou tel parti ou État. Hein. Mais je reste là toujours... j'ai toujours ma distance objective, parce que je vous ai cité des déclarations, et je vous ai montré des interviews de Joe Biden, ou les patrons des services de renseignement, on travaille toujours ces déclarations, et n'ont qu'assumer leurs responsabilités. Moi, je n'ai rien dit, personnellement. Pour la question palestinienne, oui, c'est vraiment très malheureux. Les Palestiniens sont oubliés depuis le déclenchement du printemps arabe, parce qu'on avait un drame dans le monde arabe qui s'appelle la Palestine, un petit peu qui s'appelle le Liban, maintenant on a le Yémen, on a l'Irak, on a la Syrie, on a la Libye, on a la Tunisie, on ne sait pas bientôt c'est qui. C'est vrai, tout ce qui se passe aujourd'hui, les premiers perdants sont les Palestiniens à la cause palestinienne. Les islamistes, non, n'ont jamais, je pense, par exemple la case de Hamas, c'est quoi Hamas, elle a réussi les élections, ça c'est vrai, mais quand ça fait 12 ans, 13 ans. Quelle année elle a réussi 2006. Donc on a maintenant 10 ans. Et c'est ça le problème des mouvements islamistes. Je m'excuse, parfois ils sont quelques modèles fascistes ou nazis. Les élections, c'est pour arriver une fois au pouvoir et bye bye. Une fois on est au pouvoir, ce sont les premières et les dernières élections. En Tunisie, j'étais contre, je dis écoutez, vous avez signé un document que vous restez au pouvoir uniquement une année. Et j'ai votre interview à Hannibal, le TV, vous dites ne me pardonnez pas si je reste plus qu'une année. Et alors, vous avez pris 3 ans. Donc vous n'étiez pas légitime dès la deuxième année. Ils m'ont dit le coup d'État militaire algérien ou le coup d'État militaire égyptien contre les islamistes, mais le premier coup d'État militaire contre une démocratie, c'était islamiste au Soudan en 1989, et il y avait des élections, les islamistes, ils étaient au 3e rang. Les premiers c'était Saad Mahdi, le deuxième Salah Khatm, les frères musulmans étaient au 3e. Ils ont dit non, on n'accepte pas, on fait un coup d'État militaire. Par les Shahs, ils ont repris le pouvoir. Ils sont installés depuis 1989 jusqu'à nos jours. Bon, parce qu'il faut être toujours relatif, on ne diabolise pas ici. Moi, ce que j'évite dans mes conférences, mes livres, mes articles, c'est tomber dans la logique de 2 poids 2 mesures. On applique la même chose, c'est ça le droit est sacré, parce qu'on applique la même chose, soit sur tout le monde, ou on ne l'applique pas. Et si on l'applique ici, on ne l'applique pas là-bas, et si c'est un coup d'État militaire qu'on accepte là-bas, non. Pourquoi j'ai posé des questions sur le printemps arabe dans mon livre? Je dis, écoutez, vous êtes intervenu longtemps en Libye contre une dictature en faveur d'une révolution, ok, on a dit d'accord, mais au Bahreïn, pourquoi on a eu le contraire, une intervention militaire saoudienne contre une révolution pacifique, afin d'aider un régime. On ne peut pas aller avec la politique de 2 poids 2 mesures. Soit on démocratise tout le monde, et chaque fois qu'il y a un problème, on intervient par l'extérieur afin de démocratiser et de sauver la révolution. Soit on laisse ces révolutions, tant que boîte noire, on n'intervient pas, comme la Révolution française, ça veut dire l'armée allemande ou anglaise n'ont jamais intervenu dans la Révolution française, qui est une boîte noire fermée, ce qui se passait entre vous, d'ailleurs c'est la charte de l'ONU,
le droit au peuple de leur souveraineté, de leur choix, etc. Personne ne doit intervenir dans leur choix. Ça, c'est inscrit dans la charte de l'ONU. Mais bref, c'est vrai, la cause palestinienne, c'est la première perdante dans tout ce qui se passe actuellement. Merci. Merci. Il y avait déjà une demande de prise de parole là-bas. Ça arrive. Est-ce qu'il y en a d'autres? Levez les mains. Hein. Donc, ici au premier rang, voilà, on voit trois interventions. Pardon, je ne vais pas revenir sur certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu. Par contre, la première remarque, c'est que vous avez parlé de la destruction des vestiges par les islamistes. C'est assez récent. Alors je voudrais vous faire rappeler que le prophète lui-même, quand on l'avait poussé à s'exiler à Médine, quand il revenait pour reconquérir la Mecque, il avait procédé à la destruction de toutes les idoles. Comme quoi il représentait des idolâtres qui étaient des injustes, etc. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est concernant le wahhabisme, c'est-à-dire, n'oublions pas que, je veux dire que le monde arabo-musulman a creusé sa propre tombe lors de l'envahissement de l'URSS, de l'Afghanistan, par l'URSS, et les Américains, avec la complicité des wahhabites, que ce soit d'ailleurs les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., d'autres régimes arabo-musulmans, qui ont soutenu justement les islamistes. Et ça, c'était voulu parce que les Américains, ils savent très bien que les musulmans, sur le plan économique, hein, attention, ils appliquent le marché, etc., ils sont antisocialistes et anticommunistes. Donc c'est un enjeu, je veux dire, géopolitique, où ils avaient continué justement à affaiblir les États, et vous-même vous aviez dit que c'était le début du processus de la déliquescence, ou bien du dépérissement de l'État-providence par la privatisation et l'envahissement du grand capital. Le grand capital, pour ne pas dire l'impérialisme, je veux dire par leur consortium, leur holding, etc., pour envahir le monde arabo-musulman en utilisant justement cette idéologie réactionnaire, islamiste réactionnaire. Ça, d'une part. D'autre part, attends, il y a un point qui m'échappe. Mais enfin, je vais en revenir si vous me le permettez. Ça va? Oui, bien sûr. D'accord. Vous pouvez passer le micro juste devant vous, voilà. Oui, pardon, ce que je voulais dire, c'est que justement les Américains, avec la défaite au Vietnam et dans les autres pays indo-chinois, ils ne voulaient pas justement répéter la même erreur et ils ont aiguillé les aspirations justement à l'émancipation, à la libération, etc. des masses arabes. Ils avaient guidé, si vous voulez, ou aiguillé ces aspirations vers justement l'idéologie islamiste, l'islamisme. Voilà. Je voudrais encore ajouter quelque chose, mais on verra par la suite si on a le temps. Merci pour votre intervention. Donc voilà, moi j'ai une question qui est en rapport avec la Palestine. Le conflit est fort utilisé dans la propagande de Daesh et les jeunes qui sont attirés par leur discours mentionnent souvent le conflit israélo-palestinien et donc je ne comprends pas comment ça se fait que dans les faits, Daesh ne s'attaque pas à Israël, tout comme il ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite. De toute façon, on sait que c'est financé par l'Arabie Saoudite, mais alors il doit y avoir un lien avec Israël. Et peut-être, alors donc, moi quand je regarde sur Internet, on voit aussi les théories du complot. Je sais que c'est toujours de l'exagérer, mais pour ce qui est d'Israël, je n'ai pas d'argument pour contrer la théorie du complot qui dit que El-Baghdadi serait un sioniste envoyé par Israël, etc. Quand je vois des choses comme ça, des informations, et que je vois que c'est vrai, en vrai, Israël n'est pas attaqué par Daesh, alors qu'ils sont soi-disant pour la cause palestinienne, mais dans les faits, il n'y a pas. Comment ça se fait Donc voilà, moi, j'arrive toujours pas à comprendre, malgré toutes les explications. Merci. Il y avait une question encore ici, au premier rang.
Au deuxième rang plutôt. Ici. En fait, j'ai une question concernant la définition du terrorisme, d'un groupe terroriste et d'une action terroriste. En fait, je pense que certains ils ont intérêt à élargir un peu cette définition et j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, c'est quoi un groupe terroriste? C'est quoi une action terroriste? Et à partir de quel moment on peut être considéré comme terroriste? Quand on a vu après certains attentats, il y a eu des arrestations dans ce cadre-là qui étaient assez larges, qui pouvaient même concerner des activistes non violents, en tout cas. Mais une question concrète, est-ce que tout mouvement, tout groupe armé en dehors de l'armée officielle, est-ce qu'il est considéré comme groupe terroriste? Merci. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, pour la première série de questions, s'agissant de l'histoire et le prophète Mahomet, comment il a détruit les idoles, etc. En Arabie, oui, la Mecque et la Médine. Et après, il y a eu la conquête de Cham, d'Irak, etc. Bon, moi, je suis basé sur un texte, une correspondance entre le calife Omar. Oui, justement. Je parle de l'histoire. Il y a leur espace vital, qui est l'Arabie. Hein. L'islam est apparu en Arabie. C'est pas l'Arabie Saoudite, évidemment, c'est l'Arabie. Et le Hijaz, en plus, hein, c'est la Mecque, Médine, donc même pas Najd, qui est la bastion des Wahhabites. D'ailleurs, en Arabie Saoudite, la majorité ne sont pas Wahhabites, hein, sont Malikites ou Hanafites au Hijaz, chiites dans la zone de l'Est. La Mecque, la population saoudienne de la Mecque sont des soufis. Ce sont des informations bien précises et ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai bien creusé et j'ai des amis saoudiens qui m'ont expliqué ce qui se passe. Alors, la correspondance entre le calife Omar et son wali, ça veut dire son gouverneur d'Égypte, Amr al-As, lui dit on a trouvé les pyramides, l'Aqsa, etc. On fait quoi? Il dit bon, est-ce que ça. Laissez-les. C'était ça, laissez-les, ne les touchez pas, ce que les Égyptiens ont touché, par exemple, parce qu'ils ont trouvé un compromis avec les Coptes chrétiens en Égypte. Et puis, c'est la tradition à mes recherches, parce que vraiment, ce n'est pas ma spécialité, il faut le dire. Moi, si, je suis politologue de l'histoire immédiate. Je ne suis pas politologue ou historien du premier siècle égir, mais c'est un texte. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a eu jamais des attaques, des destructions de ruines. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on les a aujourd'hui. Hein. Mais au début du XXe siècle, c'est vrai, on a les textes. D'ailleurs, on a des photos totalement différentes, des images totalement différentes de la Mecque spirituelle ancienne, spirituelle de guillemets, avec la Mecque d'aujourd'hui, avec la Mecque des Sheraton et Hilton et Mozambique, etc. À la place des maisons des compagnons des prophètes, de Khadij, Aïcha, ainsi de suite. Le wahhabisme et le RSS Afghanistan, vous avez raison, parce que j'ai toujours mis en garde contre l'instrumentalisation du terrorisme en pensant aujourd'hui on va l'utiliser contre la mobilisation, ce sera contre l'Union soviétique. À titre d'exemple, les premiers terroristes en Algérie qui ont pris les armes en Algérie, c'était les Afghans, les Algériens afghans, ça veut dire les Algériens qui ont fait la guerre en Afghanistan, s'inspirant de ces anges verts qui tombent du ciel et qui planent un bout de sable et qui les jettent sur des T-72 et après ça s'explose. La propagande à cette époque, c'est ça. Hein. J'ai des revues, j'ai des journaux qui parlaient de ça. Hein. Comme j'ai des vidéos aujourd'hui qui parlaient des anges blancs sur des chevaux blancs hein, qui viennent du ciel pour aider l'armée islamique à Homs et Halab contre l'armée syrienne. Bon, ça s'inscrit dans la propagande des services d'action psychologique quand on diabolise l'ennemi. Donc, il ne faut jamais jouer avec le terrorisme en pensant qu'aujourd'hui il est en notre faveur au plan géopolitique, parce que demain il va se retourner contre nous. Hein, c'est comme on joue avec le feu. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Les islamistes, oui, les islamistes sont antisocialistes, ils sont pour l'économie de marché. Pour moi, j'évite les jugements de valeur, comme disait Max Weber.
je m'arrête souvent avec les jugements de fait, mais je pourrais vous dire que les islamistes sont des mouvements d'extrême droite. Pourquoi d'extrême droite? Parce que ce sont des mouvements identitaires, on est les meilleurs, hein, on est les unis, et en même temps pour l'économie de marché sauvage. Et pour cette raison, ils s'entretiennent bien, plus avec les États-Unis d'Amérique, par exemple, qu'avec la France, les pays, ou l'Allemagne, ou la Belgique, ou la Suisse, qui sont des pays qui ont ce que nous appelons la démocratie sociale. Et ça, c'est vrai. Et deux facteurs, parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une alliance entre le Qatar, la Turquie, les États-Unis d'Amérique et les frères musulmans. C'est pas Al Jazeera ou le fric qatarien, c'est par un ordre américain. Il faut financer les frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont favorables à l'économie de marché, mais à l'américaine, même pas à l'européenne. Il n'y a pas de secteur public. Et en plus, le système sécuritaire américain, donc il faut lutter contre la Russie, contre la Chine, contre les pays de BRICS, etc. Et ils sont partants. Après, les holdings, etc., et le capitalisme, ça c'est vrai, c'est l'accumulation de la misère depuis les années 70, hein, depuis la destruction, pas d'État-providence, puisqu'on a dit que l'État-providence, comme elle est aujourd'hui en Europe, n'a jamais existé dans ces pays, mais la destruction du secteur public quand même, et les privatisations sauvages. Beaucoup ne savent pas, par exemple, en Tunisie, les prix sont plus chers qu'en Europe même. Où j'étais à Beyrouth, c'est inimaginable. La voiture parfois coûte 2-3 fois plus cher. Hein, alors, la chute, par exemple, en Tunisie, pourquoi ça fonctionne au plan politique, liberté d'expression? Je suis fier de la Tunisie, mais au plan social, il faut dire, hein, le pouvoir d'achat tunisien a perdu 40% depuis la Révolution. Le pouvoir d'achat tunisien. Parce que le problème, et j'ai critiqué, hein, Marzouk, je connais bien, j'ai critiqué, et le problème, depuis la Révolution, il répète la même chose. Il n'y a aucun changement. Ça veut dire que ce soit le président Fahd Baza, que ce soit Amos El-Marzouk, que ce soit Béjéka, c'est toujours l'FMI, privatisation, et on continue dans le même chemin. Donc, alors on vous dit, pourquoi vous bagarrez, puisque vous avez le même programme social et politique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc, là c'est bon, je pense, pour vous. Deuxième question, Palestine, la théorie de complot. Moi je suis contre la théorie de complot, ça veut dire Israël, le Mossad a préparé ce printemps arabe, puis a préparé Daesh, puis infiltré. Non, on est très loin. Mais parfois il y a un carrefour des intérêts qui se croisent, C'est vrai, Israël est très très content, mais en même temps a peur quand même que l'anarchie arrive jusqu'à ses portes. C'est vrai aussi, on a des vidéos, je pourrais les montrer sur mon ordinateur, qui montraient que des ambulances israéliennes qui cherchaient des islamistes d'Al-Qaïda, de Jabhat Nusra, et qui les soignent en Israël, et puis ils reviennent sur le front de Golan. Ça c'est vrai aussi, on a les images, les vidéos, on ne peut pas nier ça, mais je ne pense pas qu'il y a. Et moi je suis partant de terrorisme local. Ça existe, les germes de terrorisme local, ça existe. Et comme une boule de neige, ça fonctionne. Et le problème, les questions, c'est toujours pourquoi on n'intervient pas fermement. Par exemple, ce que j'ai dit aux officiers de la police européenne, aussi il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ils étaient présents, les directeurs de la police, j'ai dit, mais le Daesh à Sirte, c'est visible, ce n'est pas une cellule dormante. Vous n'avez aucune raison de ne pas intervenir. Pourquoi c'était facile contre Saddam Hussein et Kadhafi, pas facile contre Daesh à Sirte? Il faut bouger, mais peut-être bientôt aussi. Mais les inquiétudes, c'est toujours instrumentaliser le terrorisme ou avoir un projet politique. C'est pour cela que dès le départ, on a parlé de deux approches. Le terroriste en tant que psychopathe, malade, hein, c'est le suicidaire, celui qui se suicide en pensant à les fantasmes de sorteurs de vierge, etc. Et le terrorisme rationnel, si vous voulez, les manipulateurs, ceux qui ont un projet rationnel et politique. Mais il faut éviter, moi, un conseil, moi je ne travaille pas sur ces sites, parfois je les consulte, mais je n'ai jamais fondé mes analyses sur ces sites. Déjà j'ai mes versions officielles, mes déclarations, etc. Pour moi c'est assez convaincant. Alors, le terrorisme, définition, oui, bon, définir le terrorisme, on a un problème, surtout pendant la guerre froide. Qu'est-ce que le terrorisme? Le FLN, pour le monde, le Front de Libération Nationale Algérien, les terroristes du FLN. Les Français voient que les FLN sont des terroristes.
les Moudjahidines d'Al-Falal pensent qu'ils sont des combattants pour la liberté, les Moudjahidines contre la colonisation. Donc chacun, il voit de son côté. Et chacun a sa propre dynamique interne. La dynamique interne algérienne et la dynamique interne française. Les mouvements de libération, on ne les considère pas comme des mouvements terroristes. On est clair. Tout mouvement le général Giab ne peut pas être un terroriste. C'est impossible. On a la charte de l'ONU aussi, on a toujours une référence juridique, éthique, même parfois mal interprétée, mais il faut savoir, hein, il y a une différence entre la lutte pour la libération nationale et un groupe terroriste. D'ailleurs, ces groupes terroristes, ils agissent toujours contre leur propre société. C'est pour cela qu'on peut parler du terrorisme de l'État, je n'ai pas fait ça exprès, c'était dans le terrorisme d'État interne ou externe. L'interne contre une partie de sa population, ce sont les dictatures, externe aussi en tant que pays dominant, ainsi de suite. Mais je me suis resté dans la dynamique interne, ça veut dire au sein de société. Je parle des terroristes qui terrorisent leur population, une partie de leur population. Donc, mais le concept lui-même, terrorisme, pendant la guerre froide, par exemple, quand il se rassemble au Conseil de sécurité, les 5 puissances permanentes qui ont le droit de veto ne sont pas toujours d'accord. Comme l'Union soviétique a utilisé le droit de veto, la même chose pour les États-Unis d'Amérique. Les uns, ce sont des mouvements de libération que l'Union soviétique a adoptés, soutenus. Les autres sont des rebelles ou des terroristes. Ben c'est vrai, c'est le concept. Mais bon, pour aujourd'hui, pour le Daesh, par exemple, Al-Qaïda, il y a un consensus, en tout cas au plan Conseil de sécurité, parce qu'il y a eu des résolutions qui considèrent que Daesh ou Al-Qaïda sont des mouvements terroristes. Donc tout État ou groupe qui finance ou qui aide ces mouvements terroristes sont condamnables. Là, c'est selon le Conseil de sécurité. J'ai oublié le numéro de la résolution, je pense 2000 quelque chose. Et voilà, je me suis dit. Alors, je voudrais frustrer personne. Alors, est-ce qu'il y a encore éventuellement une toute dernière question dans la salle? Tu as eu la parole, Cyril, là, tu as plus. Non, je ne vais pas tarder, ça c'est juste une remarque peut-être au niveau académique pour notre ami, pour notre chercheur. C'est concernant les deux approches, je veux dire, terrorisme, sur le terrorisme, Al-Qaïda et Daesh. C'est-à-dire, moi je pense que les États-Unis, quand ils se sont rendus compte, c'était un piège quand ils les avaient envahis de Vietnam, et l'URSS, ils ont été la leçon sur l'envahissement de l'Afghanistan par l'URSS. Est-ce qu'ils n'ont pas changé de stratégie ou de tactique, par exemple, de stratégie concernant Al-Qaïda, par exemple, qui frappait partout, alors que Daesh, ils ont essayé de créer une plateforme géographique à partir de laquelle ils créent d'abord un État islamique pour ensuite attaquer les autres pays. Ce n'est pas des approches de ça. Al-Qaïda, on a évolué vers un État islamique qu'on appelle Daesh. C'est comme un peu Trotsky avec Staline dans le temps, où le socialisme a réussi dans un seul pays, et enfin, Trotsky, c'est le contraire, il faut que ce soit à l'échelle internationale. Il y a une histoire à donner raison. Les États-Unis d'Amérique, ce qui me plaît chez les Américains, pas uniquement les sciences politiques américaines, parce que comme je dis, je suis adepte de ces sciences politiques américaines, malgré que je critique souvent la politique américaine, mais ils sont pragmatiques. Ils ne sont pas têtus, les Américains. Les Français, peut-être, nous, les laïcs jusqu'au bout, les Américains, ils s'en fichent, laïcs ou pas laïcs, ils ne sont pas têtus, les Américains. Ils sont souples et pragmatiques, et ils n'ont pas des alliés éternels, ni des ennemis aussi éternels, mais des intérêts, ça c'est sûr. Et ils changent de stratégie tactique, ils sont souples. Hein. Par exemple, le départ de Bachar, ils peuvent à un certain moment donné, parce qu'ils sont des calculateurs, les Américains, hein, où je gagne ou je perds. Ils n'ont pas de motivation idéologique, hein, ça passe. On voit qu'à travers l'idéologie, non, ce sont des calculateurs, hein, c'est où je perds ou je gagne. Par exemple, les Américains, quand ils ont beaucoup perdu le Vietnam, tout simplement, ils ont quitté le Vietnam, hein, on n'est pas têtus, nous.
On a perdu, la perte devient plus que le gain. On quitte, on vous laisse les chars, on vous laisse tout, l'ambassade, faites ce que vous voulez. Maintenant, bye bye, c'est fini, la guerre de Vietnam. Ça, c'est un côté positif chez les Américains. C'est la souplesse, c'est le pragmatisme. Où je gagne ou je perds, dès que je commence à perdre, je me retire. En Syrie, si je commence à perdre, ça y est, ils ont compris que la vague est arrêtée là, c'est arrêté là. On ne va pas entrer en guerre nucléaire contre la Russie qui est vraiment, qui s'est énervé, hein, l'ours russe qui s'est énervé, qui envoie ses missiles S-400 et ses MiG et ses Sukhoi, et il ne veut plus entendre, continue à dire je suis prêt pour entendre les balles et les tirs à Moscou. Mais je vais défendre la Syrie. Ils ont compris, donc là, je te laisse, ils font marche arrière, parce qu'ils ont cette politique pragmatique. Il faut l'encourager. Voilà, alors les organisateurs du dernier moment de la journée, de l'hommage au prix Nobel tunisien, s'impatientent un peu. Alors, avant de leur céder la place, je voudrais te remercier, que tout le monde puisse te remercier comme il se doit. Hassan, on peut prendre 15 minutes. Hassan, on peut prendre 15 minutes. Alors, on prend 15 minutes. Une pause 15 minutes, après on revient. On est d'accord au CVDT?